Chapitre 12. Proie. Je pivote sur mes talons. Les ombres de 2 courtisans se tiennent derrière moi, au milieu du couloir de verdure. 2 vampires, un mâle et une femelle. J'étais tellement obsédée par l'idée d'écouter la fin de la conversation entre des ursins et Mélac que je n'ai pas entendu ces 2 là venir. Pas plus que je n'ai prêté attention à la baisse de température annonçant leur approche. Mais ils sont là à présent, silhouettes sombres d'où se détachent 2 faces opalescentes, d'une blancheur spectrale. « Cette proie est dans un drôle d'état, Edmé, » dit le vampire, d'une voix où chante un accent italien, parlant de moi comme si j'étais un animal. « Que peccato. D'habitude, l'intendance des menus plaisirs habille les offrandes dans des emballages plus appétissants. » Lui-même est vêtu d'une veste dorée, dont les plis scintillent sous la lune. Entre les boucles de son imposante chevelure à cajou en crinière de lion, son visage est celui d'un trentenaire. Il est constitué de ce marbre dans lequel sont taillés tous les vampires, une surface sans défaut, à l'exception d'une petite mouche collée sur la joue. Ses 2 grands yeux noirs, aux pupilles entièrement dilatées, paraissent d'autant plus énormes. « Moi je trouve ces haillons alléchants, Marc-Antonio, » rétorque la vampire. « C'est plus... comment dire... bohème. On a l'impression d'être en safari dans l'une de ces banlieues mortelles sordides, plutôt qu'au jardin du palais. » Paraissant du même âge éternellement figé que son compagnon, la vampire se fend d'un grand sourire qui étire ses lèvres peintes en vermillon et révèle ses canines pointues. Puis elle soulève les pans de sa grande jupe de taffetas mauve, dévoilant une gracieuse cheville couleur de lait pour enjamber une flaque. À la surface de l'eau noire, le reflet de la lune est un instant éclipsé par la robe qui semble se mouvoir toute seule. Le visage de la vampire ne s'y réfléchit pas. « Je ne suis pas celle que vous croyez !» je m'écrie, le ventre broyé par la panique. « Je ne suis pas une proie !» fait la vampire, en secouant sa tête surmontée d'un énorme macaron de tresse brune, piqué d'une myriade de perles. « Ils disent tous ça. Mais rien ne sert de causer, ma petite. Il faut courir. » Je dirais même plus. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, rétorque son acolyte, citant la morale du lièvre et la tortue, dont j'ai aperçu les sculptures un peu plus tôt. Les 2 vampires éclatent d'un rire cruel. « Vous ne comprenez pas ?» je m'époumonne. « Je suis une pupille du roi !» Celle qui porte le nom d'Edmé me pointe de son doigt à l'ongle verni de rouge, démesurément long. « Vous entendez ça, Marc-Antonio? Qu'elle est amusante! Pupille du roi, rien que ça. Cette proie-là ne manque pas de toupet. » Je me souviens soudain de la raison qui m'a amenée ici. « Menez-moi au vicomte Alexandre de Mortange, si vous ne me croyez pas !» je m'écrie. Le rire cristallin de la vampire cesse subitement. « Mortange ?» demande-t-elle à son compagnon. « N'est-ce pas ce cuistre qui a mis le feu à l'opéra il y a 20 ans ?»« Je crois bien, » répond l'autre. « Un horrible goujat qui, dit-on, est récemment revenu en grâce. Je parie qu'il a déjà planté ses crocs dans cette proie. Elle a dû lui échapper avant qu'il la finisse. » M'adressant un sourire carnassier, il me jette. « Et tu penses que glapir son nom à tout va te sauvera la vie, petite péronnelle ?» Quel dommage, grimace Edmé. Il n'y a rien de plus contraire à l'étiquette que de boire au cou de la proie d'autrui. J'ouvre la bouche pour plaider ma cause, mais les tintements d'une cloche résonnent alors au-delà du labyrinthe, depuis la chapelle du château. Ce sont les 12 coups de minuit. Ma chère Edmé bellissima, je vous affirme que désormais cette proie n'est à personne d'autre qu'à nous, s'exclame férocement Marc-Antonio. Je ne sais pas qui l'a entamée, mais je sais que c'est nous qui la finirons. La chasse est ouverte. Salute! Il saute par-dessus les flaques, plus vif que les daims de mes lointaines forêts. D'un mouvement fébrile, je cherche le couteau coincé dans mon dos. Au moment où je le sors, le vampire est déjà sur moi. Je lève le poing et frappe de toutes mes forces, visant sa poitrine. En vain, la pointe du couteau ne rencontre que du vent. Mon adversaire a évité le coup avec une agilité surnaturelle, démoniaque. « Attention, Edmé, cette proie-là a des griffes !» siffle sa voix dans mon dos. Je me retourne en dardant furieusement la lame.
Une fois encore, il l'esquive sans effort. « Moi aussi, j'ai des griffes !» résonne la voix claire de la vampire. Elle a bondi jusqu'à moi comme par magie, sans que je la voie venir. D'une main, elle m'arrache mon arme dérisoire et la jette au loin par-dessus la haie. De l'autre, elle me lacère la joue. Le choc et la douleur sont tels que ma vision se brouille un instant. Je ne reviens à moi que pour voir la vampire lécher ses longs ongles manucurés, dégoûtant de mon sang luisant. C'est frais et velouté, riche en globules rouges, se délecte-t-elle. Ça fleure bon les bois et les prés. Elle ouvre grand la bouche, révélant ses ignobles canines qui s'érigent horriblement dans l'anticipation du festin à venir. Cette proie-là ne vient pas des batteries de banlieue. Elle a été élevée au grand air, à la campagne. Vous devriez goûter, Marc-Antonio. D'instinct, je sais qu'il ne me reste qu'un espoir, la fuite. Je m'élance dans le labyrinthe, courant plus vite que je n'ai jamais couru. Les graviers pointus écorchent mes pieds nus à chaque foulée. Si lourdement que batte mon cœur dans mes tempes, si fort que siffle ma respiration, ce n'est pas assez pour couvrir les gloussements des vampires lancés à ma poursuite. Ce rire affreux, sardonique, c'est le seul signe de leur présence à mes trousses. Leur cœur à eux ne bat plus, leur respiration ne s'essouffle pas, leurs souliers même n'impriment aucun tremblement à la terre de l'allée. Comme s'ils y glissaient davantage qu'ils ne couraient. « Mamma mia, mais c'est qu'elle détale plus vite qu'un lapin !» s'esclave Marc-Antonio, d'une voix effroyablement proche. « Tant mieux !» rétorque Edmé. « Son sang n'en sera que plus oxygéné. » Il joue avec moi, comme mon chat Tibère jouait avec les rats. Et quand ils se seront lassés, ils me briseront, ils me saigneront, et ils me jetteront. En proie au vertige, je tourne au coin d'une énième haie. Est-ce la même? Est-ce une autre? Et m'écrase de tout mon poids sur l'obstacle qui se trouve derrière. Mon crâne résonne comme le tocsin. Mes côtes m'élancent comme si elles étaient toutes cassées. Et surtout, une froideur douloureuse me glace les chairs. J'ai heurté de plein fouet un immortel. Grelottante, je lève les yeux. Un visage mangé d'ombre est là, à quelques centimètres du mien. Je m'attends à sentir d'un instant à l'autre la douloureuse morsure au creux de mon cou. Diane? Diane de Gastefrisch? Je plisse les paupières, stupéfaite, me raccrochant au gilet de soie bleue contre lequel j'ai atterri. Les traits de l'inconnu se dessinent dans les rayons lunaires. L'ourlet de cette bouche moqueuse, la courbure élégante de ses sourcils, et ses magnifiques cheveux roux tirés en catogan. « Mais oui, c'est toi, Diane !» s'exclame Alexandre de Mortange. Ses yeux se détachent des miens, attirés par ma joue écorchée, ses pupilles se contractant instinctivement à la vue du sang. Dans un réflexe absurde, je porte la main à mon dos pour saisir le pieu qui lui était destiné. Mes doigts se referment sur du vide. « Alexandre !» Je coasse. Au même moment, la voix courroucée d'Edmé résonne derrière moi. « Quand on parle du loup, s'exclame-t-elle. Regardez Marc-Antonio. C'est lui, je le reconnais. C'est Mortange. Aussi sans gêne qu'il y a 20 ans. Non seulement il a eu le culot de commencer cette proie avant minuit, mais voilà qu'il veut nous la voler en pleine chasse. » La vampire émet un feulement sauvage. Dans ce cri animal, son beau visage se transforme en affreuse grimace. Ses pupilles se contractent jusqu'à disparaître presque complètement. Ses lèvres maquillées se retroussent jusqu'à dévoiler l'intégralité de ses gencives. Sa face tout entière n'est plus qu'une mâchoire claquante, horrible, tendue vers moi. Mais alors qu'elle bondit sur Alexandre pour m'enlever à ses bras, ce dernier se met à son tour à feuler. Il ouvre grand la bouche, et ses canines s'allongent démesurément, jaillissant des gencives pâles où elles étaient en partie rentrées. Il me défend, ce monstre. Les ongles d'Edmé, ces griffes qui m'ont fendu la joue, fusent dans la nuit. Alexandre me jette derrière lui contre la haie, faisant rempart de son corps. Son attaquante lui arrache le nœud de son catogan, libérant le feu de ses cheveux. Par-dessus l'épaule de mon protecteur, j'aperçois Marc-Antonio qui se transforme à son tour en bête sauvage, les babines retroussées sur des dents aiguisées comme des poignards. « Elle est à nous !» gronde-t-il, d'une voix rauque, inhumaine. « À nous! À nous !» répète Edmé, son timbre cristallin changé en un ululement.
Les 2 vampires se précipitent sur Alexandre. Il recule sous le choc, me pressant un peu plus contre les branchettes saillantes de la haie. Elle s'enfonce dans mes chairs tel un millier d'aiguilles. Je ne vois plus rien, aveuglée par la lutte. Je suffoque, écrasée sous les 3 créatures qui se déchirent. Mais au moment où je crois étouffer, les combattants s'écartent subitement. Je ressens un froid aussi vif que celui qui bleuit les hauts plateaux d'Auvergne au cœur de l'hiver. Un 4e immortel approche, je le sens, plus puissant que la somme de tous ceux que j'ai croisés jusqu'à présent. L'aura qui le précède possède la froideur de la mort elle-même. Pantelante, à demi asphyxiée, j'écarquille les yeux. Le couloir de gravier blanc m'apparaît sous le clair de lune. Les 3 vampires me tournent le dos, aussi immobiles que les statues des fontaines. Edmé est plié en 2 dans une révérence, Marcantonio et Alexandre dans un profond salut. À chaque seconde qui passe, la froidure augmente. Le silence n'est troublé que par la brise de la nuit, la rumeur des petits animaux nocturnes fouissant sous les buis et les hurlements lointains des proies humaines lâchées dans les jardins. Et soudain, il m'apparaît au détour d'une haie. Le roi. Malgré la faible luminosité qui le transforme en ombre chinoise, je sais que c'est lui. Ce port de tête altier et cette chevelure léonine cascadant en boucles épaisses, je les ai vus chaque jour de ma vie sur la gravure officielle de la butte aux rats. Dans la nuit, je distingue les contours opalescents d'un somptueux juste au corps de velours blanc, orné de broderies d'or et de gemmes pâles scintillant sous les rayons lunaires. Les grandes plumes d'autruche festonnant le chapeau du monarque frémissent à chacun de ses pas. Sous le large rebord de satin clair, sa tête n'est qu'un trou noir. « Quel est cet esclandre qui nous trouble sur le chemin de notre observatoire ?» demande-t-il. Bien qu'il n'ait fait que murmurer au milieu du silence, sa voix me fend l'âme. Elle est profonde comme un corps, accablante d'autorité. L'observatoire doit être la tour octogonale dont j'ai deviné la présence au bout du labyrinthe. L'endroit où, d'après Alexandre, l'immuable passe ses nuits à contempler les étoiles, rêvant de reconquérir le jour. Quant à ce nous qu'il a utilisé, ce n'est pas seulement le nous royal. Le monarque est accompagné. Les ombres de 2 grands chiens se serrent contre ses souliers à talons rouges, et la silhouette d'un homme vêtu d'un long manteau apparaît dans son dos. « C'est Mortange, votre majesté !» bredouille Marcantonio, en s'inclinant un peu plus. « Il nous a ravis notre proie. Il a enfreint les règles de la chasse galante. » Le roi se fige, sculptural, au milieu de l'allée. Sous son imposant chapeau, que la lune elle-même semble couronner, sa face demeure une ombre béante. Ce combat de chiffonnier n'était pas très galant, lui non plus, assène-t-il, d'un ton à la fois cassant et las. Celui d'un dieu s'abaissant de son ciel inaccessible pour observer une bataille d'insectes. Marquise de Vauvalon, comte de Tarella, nous ne saurions souffrir de telle manière à notre cour, qui doit donner l'exemple au monde entier. Et tout ce désordre, pourquoi? Une simple proie? Même si je ne distingue pas les yeux du souverain, j'ai l'impression de les sentir me transpercer de part en part. Et s'il percevait mon odeur de roturière, élevée dans les foins et les forêts, derrière le parfum des sels de bain où mon corps a baigné? J'esquisse un mouvement pour me dégager de la haie dans laquelle je suis enfoncée. Au même moment, les 2 chiens se mettent à grogner. 6 ombres jaillissent dans le dos du roi et du courtisan qui l'accompagne. 3 silhouettes d'hommes et 3 silhouettes de femmes qui avaient toujours été là mais que je n'avais pas vues jusqu'à présent, hypnotisée que j'étais par le monarque. C'est qu'ils sont vêtus tout de noir, comme pour mieux se fondre dans la nuit. Rapides comme du vif argent, ces agents slaloment entre les vampires tétanisés et se précipitent vers moi pour me neutraliser. Des mains se referment sur mon corps. Elles ne sont pas froides, mais tièdes. Tièdes aussi les respirations caressant mon front. Quant au visage penché sur moi, ils ont les caractéristiques de la jeunesse, comme ceux des vampires que j'ai rencontrés à Versailles. Mais pas cette pâleur d'outre-tombe, qui est l'apanage des morts-vivants. Je devine que je suis aux prises avec les plus fidèles suivants du roi, ses écuyères et écuyers. « Cessez !» leur ordonne-t-il dans un murmure. « Cette jeune proie terrorisée ne présente aucun danger. » Les mains me lâchent aussi vite qu'elles m'ont ceinturée, et les 6 écuyers refluent tels des spectres dans le dos du souverain. C'est à ce moment qu'Alexandre choisit d'intervenir. « Vous avez 1000 fois raison, comme toujours, votre majesté.
Non seulement cette jeune fille ne présente aucun danger, mais ce n'est même pas une proie. Explique-t-il, la tête toujours baissée, ses mèches roses pendant dans le vide. Le courtisan accompagnant le roi émet un claquement de langue, tranchant comme un coup de hache sur un billot. Dans le contre-jour de la lune glauque, je distingue la teinte de son long manteau. Il est rouge écarlate, fermé par la fibule en forme de chauve-souris de la faculté. « Regardez, sire, c'est Mortange, » dit-il, d'une voix aussi veloutée que l'étoffe dans laquelle il est entièrement enveloppé. Toujours fourré dans les mauvais coups, celui-là. Ces 20 années de bannissement semblent n'y avoir rien changé. Je sens Marc-Antonio et Edmé frémir de satisfaction de voir leur rival ainsi rabaissé. « Pardonnez-moi, votre éminence, mais c'est justement dans mon bannissement que j'ai rencontré cette jeune personne, » rétorque Alexandre en relevant la tête. Il ose ajouter « Comme vous, jadis, j'ai mis mon exil à profit. » Votre éminence, un titre réservé aux plus hauts dignitaires de la religion. Quant à cette allusion à l'exil du prélat, elle est transparente. Je suis face au grand archiatre Exili, chef de la faculté hématique de France et plus proche conseiller du roi. On raconte qu'il a gagné son nom en menant une vie d'exil à travers les cours et les prisons de toute l'Europe, il y a 300 ans, avant d'officier au rituel démoniaque qui a transmuté Louis XIV. Dans la foulée, il est lui-même devenu l'un des tout premiers vampires. Sa réputation machiavélique est parvenue jusqu'à la butte au rat. Après avoir frôlé Mélac, le maître de tous les dragons de France, voilà que je suis à quelques pas du démon qui commande à tous les inquisiteurs du royaume.